Le revers du futur, c'est le podcast de Renouvelle. Le revers du futur comme pied de nez au revers de la médaille. Pour renverser ce fatalisme parfois présent lorsqu'on parle de l'avenir de notre planète. Parce que, pour avancer, il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Revers du futur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la notion de sobriété. Et pour en parler, j'accueille Roland. Bonjour Roland. Bonjour Sam. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter ton parcours? J'ai travaillé toujours dans le domaine associatif. J'ai commencé ma carrière chez Amnesty International, où j'ai travaillé pendant 14 ans, puis chez Oxfam, Oxfam Magasin du Monde pendant 13 ans, et puis je suis arrivé ici il y a 2 ans, chez Énergie Commune. Qu'est-ce que tu fais un petit peu chez Énergie Commune? Principalement, je m'occupe de ce qu'on appelle l'éducation permanente, donc c'est beaucoup de sensibilisation, d'éducation, de projets avec des citoyens, mais je fais aussi des animations dans les écoles. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est pas totalement un hasard, puisque la sobriété, c'est le thème de la nouvelle campagne d'éducation permanente d'Énergie Commune, Sobriéton, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, c'est quoi l'éducation permanente? J'ai une formule un peu, simpliste pour, résumer ça. On essaye de travailler avec des citoyens pour qu'ils deviennent des cracks. Les OK. cracks, c'est quoi? Alors, ça fait bizarre, mais ça fait citoyen, responsable, actif, solidaire, non, je crois que j'ai tout dit, critique, oui. Citoyen, responsable, actif, critique et solidaire. Donc c'est un peu, une formule pour, retenir, ce que c'est l'éducation permanente, c'est-à-dire, nous, on accompagne dans le domaine de l'énergie, puisque c'est dans ce domaine-là qu'on travaille. On accompagne les citoyens pour qu'ils comprennent d'où vient l'énergie, mais surtout pour qu'ils deviennent acteurs de leur rapport à l'énergie, pas juste des consommateurs, mais qu'ils comprennent en quoi c'est important pour eux de maîtriser l'énergie, de maîtriser les enjeux autour de l'énergie, parce que c'est essentiel aujourd'hui, si on veut réussir la transition énergétique, justement, que les citoyens comprennent ce chemin-là et qu'ils deviennent des acteurs Qui critiques, s'impliquent un peu responsables. plus, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, chez Énergie Commune, comme l'indique le nom de l'organisation, on s'occupe d'énergie. Donc on pourrait se demander qu'est-ce que la sobriété, vient faire là-dedans? Lorsqu'on consomme, l'énergie, elle est cachée partout. Si vous achetez à manger, eh bien, il faut se rendre compte que pour produire, votre aliment, il a fallu beaucoup d'énergie, non seulement pour, cultiver la terre, sans doute, il y a des tracteurs qui sont passés par là, sans doute il y a des engrais, par exemple, c'est du pétrole, les engrais sont faits à partir de pétrole, beaucoup d'intrants chimiques, puis, la transformation de votre nourriture, le transport de votre nourriture, la distribution dans les magasins jusqu'à ce que ça arrive dans votre assiette. Tout ça, ça a consommé énormément d'énergie. Je parle de l'alimentation, j'aurais pu prendre d'autres exemples, dans la mode, dans le logement, dans partout, on se chauffe, on se déplace, on regarde, des films sur internet. Tout ça, tout ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne, l'énergie, elle est cachée partout. Oui, ça demande une forme de production d'énergie, Voilà, quoi. et forcément, on sait que la Terre, la planète, notre écosystème, il a des limites. On ne Mmh. peut pas consommer comme si on avait 10 000 planètes, Oui. on n'en a qu'une, et donc plus on consomme cette énergie, plus on entame les limites planétaires. C'est ce qu'on appelle la possibilité pour la Terre de se régénérer pour que les ressources soient suffisantes pour assurer notre, Oui. avenir, à tous. Et qui arrive un peu plus tôt, Chaque chaque année, année, j'ai l'impression. chaque année, et donc la sobriété, c'était un des axes essentiels pour pouvoir maîtriser ça, pour, essayer d'éviter qu'on ne dépasse trop ses limites et qu'on atteigne des zones un peu dangereuses de non-retour. Ouais. Donc c'est vraiment essentiel de faire comprendre aux gens que la sobriété, on n'y coupera pas. C'est évident qu'on devra passer par là. Est-ce que tu peux alors nous expliquer un petit peu, Sobriéton, pourquoi ce thème? Pourquoi ce choix de thème cette année pour, la campagne et quel en est le but et les objectifs? Alors tout est parti en fait, d'un projet qu'on a déjà depuis longtemps avec, ce qu'on appelle les responsables POLEC. Ce sont des personnes, dans leur commune qui sont chargées de sensibiliser la population à tout ce qui est énergie, climat, et donc dans leur mission de sensibilisation, ces personnes, elles ont parfois du mal à trouver les bons outils, les bons moyens pour toucher la population. Et donc ça nous est revenu, comme retour, et on s'est dit: «Mais voilà un sujet de campagne intéressant pour toucher les gens. On va essayer de construire avec les principaux concernés, donc avec ces personnes-là,
c'est le principe de l'éducation permanente. On essaye toujours de travailler avec les publics plutôt que pour les publics. Donc, on a impliqué dès le départ les coordinateurs POLEC ou énergie-climat de différentes communes pour essayer de construire avec eux, avec elles, un outil qui puisse toucher les gens et qui puisse voyager de commune en commune sous forme ludique, sous forme participative. Donc, c'était un peu ça le défi au départ. Est-ce que tu aurais pour nous une définition de ce qu'est la sobriété? Au niveau individuel, c'est simplement questionner ses besoins. Avant d'acheter un truc, ben, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je pourrais éventuellement m'en passer? Ou est-ce que je pourrais l'emprunter plutôt que de l'acheter? Ou est-ce que je pourrais le louer? Ou est-ce que je pourrais tout simplement différer son achat parce que j'en ai pas besoin urgemment et me laisser le temps de la réflexion? Ou est-ce que je pourrais partager cet objet avec d'autres plutôt que de l'acheter pour moi tout seul, etc. Ça, c'est au niveau individuel. Par contre, au niveau politique, c'est faire en sorte de mener des politiques pour éviter bien en amont le fait d'utiliser des ressources. Quand je dis des ressources, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'eau, ça peut être des terres, ça peut être, par exemple, des forêts, des minerais. On sait qu'on a besoin de beaucoup de minerais pour, par exemple, fabriquer des ordinateurs, et cetera, et cetera. Eh bien, donc, au niveau politique, ce sera bien en amont, en haut de la chaîne, d'éviter de déjà, utiliser ces ressources si on peut s'en passer. Donc, il y a 2 niveaux, hein. Il y a, le niveau individuel et le niveau politique. Moi, j'ai eu l'opportunité d'assister aux tests et au prototypage de l'expo et j'ai pu me rendre compte à quel point la sobriété, c'était pas juste le cliché de moins consommer, de se priver absolument de façon, hyper, drastique. Que c'était plutôt de recentrer, ses besoins sur l'utile et le nécessaire. C'est vraiment une prise de conscience qu'en tant que consommateur, chaque geste que j'oppose, un achat, une consommation d'énergie, ça fait partie de toute une chaîne de production qu'on ne voit pas, toute une chaîne de production de mes besoins, qu'ils soient, réels ou créés. Tout à fait. En fait, l'expo, elle commence justement par, un magasin, une sorte de supermarché où on va faire ses courses. Donc ça renvoie tout de suite à une image que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà est déjà rentré dans un magasin, on y va souvent et on comprend tout de suite que dans ce magasin, on ne paye pas en euros, mais on paye en impact et donc on comprend que c'est pas un magasin comme les autres parce qu'on va se rendre compte que chaque objet, comme tu dis, chaque aliment, chaque, service qu'on va acheter, eh bien, derrière ça, il y a un impact sur l'environnement, mais pas que uniquement en lien avec les effets des gaz à effet de serre, comme l'effet du CO2 ou du méthane. On va montrer aussi d'autres dimensions, comme la biodiversité, comme justement, par exemple, les forêts, par exemple, les sols, etc. Et aussi, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a des alternatives. On n'est pas obligé de consommer comme on l'a toujours fait. On peut trouver des alternatives, soit individuelles, soit collectives, pour consommer moins et consommer mieux. On l'a dit, un peu plus tôt, la sobriété, ben, c'est diminuer toutes les consommations un peu superflues. C'est se poser la question du: «Est-ce que j'ai vraiment besoin, de ceci ou de cela?» Ça, c'est la notion globale, mais il me semble qu'il existe des déclinaisons de cette sobriété. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces quelques formes de sobriété? Dans la sobriété, on peut évoquer différentes dimensions. C'est l'association Negawatt qui a formulé ça. Il y a la sobriété structurelle qui, elle, est vraiment basée sur les politiques d'une commune, par exemple, dans l'espace du territoire de cette commune, pour modérer la consommation. Et c'est par exemple l'aménagement du territoire. On pense par exemple au fait de créer des pistes cyclables pour que les gens soient incités à prendre un vélo plutôt qu'une voiture. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété structurelle, donc vraiment au niveau politique. Par contre, il y a une deuxième dimension qui serait la sobriété dimensionnelle et là, ben, si je reprends l'exemple de la voiture, plutôt que d'acheter une grosse bagnole, 4x4, on peut se contenter d'une petite voiture qui va consommer beaucoup moins et donc on réduit la dimension d'un objet, OK. que ce soit une voiture ou autre chose. Alors ensuite, il y a la sobriété d'usage. L'idée là, c'est par exemple, d'augmenter la durée de vie d'un objet. On sait que beaucoup d'objets sont conçus dès le départ pour qu'ils soient très vite jetés et pour qu'on puisse en consommer de nouveau, Oui. hein. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence Oui. programmée. Eh bien, l'idée, ce serait plutôt que de jeter, on va essayer de faire durer cet objet plus longtemps. On va le réparer, on va peut-être aller dans un repair café, apprendre à le réparer soi-même. On va peut-être, par exemple, faire une loi pour obliger les fabricants à vendre les pièces de rechange pour cet objet, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est la sobriété d'usage.
Et il y a encore, une autre, sobriété qu'on va appeler la sobriété conviviale. Et là, l'idée, c'est de plutôt que d'acheter un objet pour soi tout seul, on va le partager, par exemple, avec ses voisins. On peut imaginer que ça concerne, par exemple, les voitures de nouveau, comme, Cambio, hein, où Ouais, on utilise une voiture partagée, mais ça peut être aussi, par exemple, du coworking. Plutôt que OK. d'avoir chacun son bureau, on va louer un seul espace de travail. Ou même, il y a de plus en plus de gens qui font des colloques, que ça soit même intergénérationnel, hein, entre personnes âgées et personnes plus jeunes. Eh bien, c'est une manière de solidarité entre les gens, mais c'est aussi finalement moins gaspiller de maisons. On sait que la construction, c'est un des domaines qui gaspille beaucoup d'énergie. Eh bien, plutôt que d'avoir chacun sa maison 4 façades, on peut très bien avoir une seule maison pour plusieurs familles. Merci pour toutes ces explications et bah, là, du coup, je pense que on se rend bien compte que, bah, la sobriété, c'est déjà loin d'être juste: «Je m'éclaire à la bougie» et on voit bien que c'est beaucoup plus ça va beaucoup plus loin que, un geste d'achat. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait que certains, voient la sobriété comme une espèce de punition, comme une espèce de chamboulement total de leur habitude de consommation, que c'est aussi, la disparition de tout un confort. Ça, c'est le la grande peur quand on entend, sobriété, changer un peu la façon dont on consomme, alors que c'est pas forcément ça. Est-ce qu'il y a des adaptations, qui seront nécessaires? Bah, oui, évidemment, mais si je peux donner un exemple un peu trivial, c'est que, par exemple, moi, au boulot, pour, 4 heures, j'aime bien avoir mon petit yaourt et donc plutôt, en fait, que d'acheter, plein de petits paquets qui sont suremballés dans du carton et cetera, ben, je préfère acheter un gros pot et chaque matin, je remplis un petit pot, une espèce de vieux pot de miel que je réutilise. C'est un exemple qui peut faire, sourire, mais c'est déjà un petit geste qui a modifié ma consommation sans pour autant, changer drastiquement, mon quotidien ou, que ça me pose une difficulté particulière. Je me dis que, bah, c'est déjà moins de carton à produire, moins de plastique et je me dis surtout que si une personne plus une personne plus une personne qui fait un peu le même style de geste, ben, ça peut finir par, tout changer, quoi et envoyer un message aux producteurs, aux entreprises, voilà, en tant que consommateur, voilà ce qu'on veut, quoi. Oui, beh, c'est exactement ça. Je trouve que ton exemple est assez parlant et j'aime bien l'idée de se dire: «Eh bien, moi aussi, finalement, je peux servir d'exemple à d'autres» et c'est comme ça qu'on voit que tous les changements sociaux importants ont eu lieu dans l'histoire. Finalement, ça part de quelques personnes au départ, d'une minorité agissante, comme on dit, mais c'est peut-être 5 de la population qui sont les pionniers, en fait, qui vont lancer un mouvement et petit à petit, ça fait boule de neige et le reste de Ouais, la population va suivre. Cela dit, je pense que dans ton exemple, on aurait pu dire aussi que si l'État s'y met, si l'État montre lui aussi l'exemple, c'est encore plus facile. ouais. Parce que si dès le départ, il y a une loi qui oblige les fabricants à éviter le suremballage plastique et qu'on ne fait que des pots de yaourt dans des emballages facilement recyclables et qu'on on fait plutôt des contenants plus importants plutôt que de multiplier les tout petits, Ouais. paquets de 100 grammes, on pourrait faire que des paquets de 500 grammes. Ça évite aussi, de gaspiller à la fois de l'énergie, mais des matériaux et cetera. Il y a plein d'exemples qui montrent que tout le monde doit s'y mettre, en fait. C'est pas juste les citoyens, mais les citoyens doivent se sentir aussi soutenus par des politiques qui vont en faveur de la sobriété. Si on ne fait reposer ça que sur les épaules des citoyens, ben ça risque de ne pas marcher, en fait. Est-ce que là, on a parlé du côté, plutôt, un peu, cette peur de se priver et cetera, mais j'imagine que la sobriété, bah, du coup, ça a aussi, et surtout des points positifs, comme par exemple, ou pour l'économie ou la santé. Est-ce que tu pourrais, nous en dire un peu plus? Oui, 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 beh, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure aussi, hein, c'est Macron, je crois, qui avait utilisé l'expression: «On va quand même pas retourner à l'âge de la bougie» ou «On va pas vivre comme les Amish». Il avait dit un truc comme ça. Oui, finalement, après, il a changé d'avis et c'est lui-même qui a encouragé au moment où, les prix du pétrole ont monté en flèche, c'est lui-même qui a parlé de nécessaire, il n'a pas utilisé le mot sobriété, je pense qu'il expliquait: «C'est la fin de l'abondance». Il avait dit ça comme ça. Donc il s'est rendu compte lui-même qu'on ne peut pas continuer à gaspiller, surtout les énergies fossiles. On sait à quel point c'est dangereux pour le climat, mais pas que d'ailleurs. Mais alors ta question, c'était qu'est-ce qu'il y a de positif à la sobriété? Ouais, qu'est-ce que Puisque ça peut nous apporter? si on ne parle que du négatif, évidemment, ça ne Ouais. va pas. Et moi, je trouve que la sobriété, ça peut être l'occasion de réinventer un monde beaucoup plus serein, beaucoup plus, convivial. En acceptant de consommer moins, c'est aussi plus de temps pour s'amuser.
pour, passer du temps ensemble, pour essayer de découvrir la nature, tu parlais de santé, mais en fait, si on utilise, la sobriété, ça veut dire qu'on va moins utiliser des produits, toxiques, polluants, qui atteignent notre santé. On Oui. sait qu'à Bruxelles, par exemple, il y a près de 1 000 personnes par an qui ont, des maladies, à cause de la pollution de l'air et qui risquent d'en mourir. C'est principalement dû aux voitures, à la pollution des voitures. Moins on roulerait en voiture, plus on aurait, une santé meilleure. Mais je te parle de ça, mais ça peut concerner, on sait que le manque d'exercice, la sédentarité, provoque d'énormes problèmes de santé, d'obésité, le fait de pouvoir, prendre plus de temps simplement pour, faire, du sport, mais aussi pour se balader dans la nature, au lieu de rester chez soi à regarder, des pubs qui vont nous faire consommer encore plus. Je caricature évidemment, mais ça ferait partie d'une société beaucoup plus équilibrée, plus calme, plus sereine, comme je le disais. C'est aussi beaucoup d'économies finalement, parce que si on consomme moins, ça veut dire qu'on a de l'argent en plus pour faire d'autres choses. Je sais pas moi, pour, faire des choses qui nous font du bien en fait. Des choses qu'on peut faire avec d'autres, donc ça c'est en lien avec, aussi la solitude. Il y a plein de gens qui sont tout seuls. On pourrait imaginer que la une société plus solidaire et plus sobre pourrait être, une société où on a des occasions de rencontrer ses voisins, de faire des alternatives avec eux, de s'occuper d'un potager collectif, de s'occuper, je sais pas moi, d'une bibliothèque de quartier, créer des animations pour les enfants. Mmh. Toutes des choses finalement qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on est un peu dans ce métro boulot dodo qui nous empêche de prendre du temps pour, prendre soin des gens et OK. prendre soin de soi. Si on revient vraiment, si on se concentre un petit peu plus sur la sobriété, quelles leçons est-ce que tu as tirées de l'élaboration de l'expo Sobriéton? Les leçons, je pense qu'elles sont assez nombreuses. Déjà le fait que, il y a un certain enthousiasme de la part des gens avec qui on a travaillé, donc les coordinateurs POLEC, comme j'en ai parlé. Par rapport à cet outil parce que vraiment, ça leur parle, ça leur donne un moyen de sensibiliser, leur population de manière facile et pas trop compliquée. Mais les leçons, c'est aussi de se dire finalement, c'est quelque chose qui concerne tous. On ne doit pas tout le temps se renvoyer la balle en disant: «La sobriété, c'est pas pour moi, c'est d'abord les entreprises qui doivent faire un effort ou d'abord l'État». Non, il faut arrêter de tout le temps jouer à ce jeu de ping-pong où, on se déresponsabilise. Je pense que comme tu le disais au début du podcast, c'est quelque chose où on doit tous s'y mettre et ça peut faire boule de neige à ce Oui. moment-là. Il y a aussi l'idée que c'est quelque chose qui doit, partir des gens et pas être imposé d'en haut. C'est pour ça qu'on a fait cette, expo en travaillant avec les personnes elles-mêmes. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense, si une politique, est très top down, tu vois ce que je veux dire? Qui vient imposer comme ça sans tenir compte des particularités de chacun. On ne peut pas demander à des gens qui sont déjà dans la précarité de consommer moins parce que c'est déjà le cas en fait. Oui, oui, oui. C'est pas eux qui sont dans la surconsommation, c'est pas à eux qu'on doit demander de faire des efforts. Même chose à quelqu'un qui habite, à la campagne, on va pas lui demander de se passer directement de sa bagnole parce qu'il a peut-être pas d'autres possibilités. S'il y a pas des transports en commun accessibles, il peut pas passer 3 heures sur la route en prenant le train s'il a, un travail à faire et des enfants, dont il doit s'occuper et cetera. D'autres, leçons, c'est, le fait de dire que, les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir, qu'ils ne le pensent. Il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut faire et qui sont contagieux, qui peuvent, donner d'autres idées. On peut apprendre aussi, des solutions venant de ses amis, de sa famille. C'est l'occasion aussi de faire changer la société par la base, en fait, hein, vraiment en montrant tout ce qui est possible. Je pense qu'il y a un truc dont il faut prendre conscience, c'est que, il y a tous les leviers, qu'il faut activer. C'est-à-dire la sobriété, c'est complémentaire à d'autres leviers comme l'efficacité énergétique. Là, par exemple, ce serait inventer des objets qui vont être plus efficaces, qui vont consommer moins d'énergie. On n'est pas tout à fait dans la sobriété, on est plus dans l'efficacité. Et aussi l'autre levier, qui est celui qu'on connaît bien chez Énergie Commune, ce sont les énergies renouvelables, pour qu'elles remplacent de plus en plus les énergies fossiles Mmh. et qu'elles soient de plus en plus, présentes, dans notre vie quotidienne. Donc, ces 3 leviers-là, il faut les activer ensemble. Il n'y a pas que la sobriété, mais c'est un des axes les plus importants, c'est la sobriété. Je pense que c'est les principales leçons qu'on peut retirer de
de cette expo? Eh bien, je crois que c'est une belle conclusion. Voilà, qu'on réalise que, bah, le citoyen a tout à fait le pouvoir de changer les choses. Avant de se quitter, je te propose, Roland, de faire une mini promotion de Sobriéton. Si vous êtes, intéressé par Sobriéton, n'hésitez pas à aller sur notre site, energiecommune.be/sobriéton et vous pourrez avoir toutes les infos nécessaires pour réserver l'expo, pour la faire venir dans votre commune. Nous, chez Énergie Commune, on peut aussi former des personnes à animer l'expo. Il ne faut pas être un expert en sobriété ou en climat pour le faire. C'est accessible vraiment à tout un chacun et voilà, on est impatient de vous faire découvrir cet outil parce qu'on pense que vraiment il a, une utilité, essentielle dans notre société, actuelle. Eh bien, merci. On ne manquera pas de mettre de toute façon tous les liens, toutes, les références, dans la description de ce podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir, écoutés. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout dépend de quand est-ce que vous nous écouterez et on se revoit bientôt pour un prochain numéro du Revers du futur.